Hello tout le monde, on est ensemble aujourd'hui pour parler des barrières mentales et des pensées limitantes qui nous empêchent d'atteindre nos rêves, mais surtout de comment les désamorcer pour avancer vers ces objectifs. Pour en parler, nous avons Amélia Matar qui est cofondatrice de Coloris et directrice des programmes chez Tralalaire. Nous avons Soraya Jaber juste ici qui est entrepreneuse dans la tech et speaker. Et nous avons le grand Anthony Babkin qui est délégué général et cofondateur de Diversity Days. Hello tous les trois. Hello. Salut. Hello. Les amis, je suis trop heureuse d'être avec vous aujourd'hui déjà, il faut se le dire. Hein. Quel bonheur On est immense. chanceux. Alors, on le sait, l'ennemi de l'entrepreneuriat, c'est les pensées limitantes, les barrières mentales qui nous empêchent d'aller vers nos objectifs, surtout quand on n'est pas issu d'un milieu qui est privilégié, encore plus quand on est transfuge de classe, c'est-à-dire qu'on a changé de classe sociale au cours de sa vie. On va parler de tout ça aujourd'hui ensemble, en remontant vers l'enfant, l'entrée dans la vie active et l'entrepreneur, l'entrepreneuse que vous étiez et que vous êtes chacun et chacune. Vous allez nous raconter étape par étape toutes les barrières mentales, les pensées limitantes que vous aviez, comment elles se manifestaient et comment vous avez réussi à les transcender. Et on va finir par celles qui sont encore là aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Alors, on va commencer du coup par l'enfance, l'adolescence. J'ai envie de te regarder, Soraya, pour ce lancement. La petite Soraya, de quoi elle rêvait et est-ce qu'elle s'autorisait à croire en ses rêves ? Alors la petite Soraya, c'était une enfant très dynamique, très active, hyper active, très curieuse de plein de choses, curieuse d'aventures, qui ne se reconnaissait pas forcément dans les règles établies, notamment quand dans la langue française, un exemple tout bête, on nous disait que le masculin l'emporte sur le féminin. Enfin voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui me blessait déjà, jeune, où je comprenais pas trop pourquoi une place différente pour les petites filles, où on m'interdisait de faire des jeux qui étaient réservés pour les garçons. On me disait mais non, mais c'est pas pour toi Soraya, c'est pour les garçons. Je dis bah non, si j'ai envie de jouer avec ce jeu, pourquoi pas ? Pourquoi je ne pourrais pas ? Et voilà, et c'est une construction aussi dès l'enfance où on se rend compte qu'on peut nous interdire des jouets, des secteurs, des filières, et où en fait, non, il faut s'autoriser à rêver, et je rêvais grand. Et j'envisageais plein de métiers aussi. J'avais beaucoup de mal à trouver une vocation, une filière, peut-être on en parlera après, mais... donc voilà, je changeais régulièrement et aussi par l'inspiration des personnes qui nous entourent et de ce qui est possible de faire en fonction de ce que l'on voit autour de nous. C'était quoi ton rêve de métier quand tu étais petite ? Si tu dois nous en lâcher un là comme ça. Bah justement, je pouvais changer toutes les semaines de métier. Bah ouais, vraiment. C'est comme ça quand on est petit. Hein. C'est ça, je vois à la télé un métier inspirant, je dis mais je veux faire comme elle ou je veux faire comme lui. À un moment, j'ai voulu être chef d'entreprise. Okay. Et je commençais à répliquer un peu ce que je voyais du cliché de chef d'entreprise. Je mettais des talons hauts, des sacs, je fumais, je faisais une fausse cigarette, c'est n'importe quoi, vraiment des clichés à l'époque, il y a 20 ans, mais voilà, pas une filière en particulier, ça a beaucoup évolué. Après, c'est les influences, des représentations, plein de choses. Elles sont extrêmement importantes. Complètement. Et toi, ma Amélia, comment elle voyait son avenir, la petite Amélia ? C'est rigolo parce que je m'aperçois que moi aussi c'était assez fouillis en fait et j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que j'avais envie de faire. Et pareil, j'avais envie de faire plein de trucs, chanteuse, écrivain, océanologue. Océanologue ? Ça vient d'où ça ? Ça vient de mes origines antillaises parce que j'étais obligée. Alors les gens disaient non mais t'es obligée, en fait meuf t'as trop de la chance d'aller tous les ans aux Antilles, mais en fait j'étais assez seule aux Antilles parce que j'étais l'unique petite fille de mes grands-parents, et donc je passais beaucoup de temps toute seule à la plage, et ouais voilà, ça vient de là, l'océan quoi, l'amour de l'océan. Et toi, mon Anto, c'était quoi tes rêves d'enfance et tu voyais comment ton avenir ? Moi, l'enfance, ça me paraît assez flou, j'avoue. J'ai l'impression que sur tous mes carnets de correspondance, il y avait écrit Anthony est dans ses rêves. Et bon, je crois que je suis toujours dans mes rêves, mais... Et c'était quoi ? Je sais pas, je pense que vraiment l'école telle que je l'ai connue et telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle exclut quand même pas mal de profils, alors qu'on dit neuroatypique, etc. Moi, je suis en train de me faire diagnostiquer, c'est tout neuf pour moi. À force de commenter de plateau en plateau, le côté j'étais mauvais élève, etc. Et d'avoir mis les deux pieds dans le monde de l'inclusion, c'est-à-dire de manière à l'intersection de beaucoup de choses, sur le handicap, sur l'âge, sur l'orientation.
En fait, les gens sont un miroir pour nous. Et donc après, on se dit, pourquoi pendant 10 ans, ça a été aussi compliqué à l'école ? Et voilà, je diagnostique des trucs aujourd'hui sur l'hypersensibilité, sur l'hyperactivité, sur des choses qu'on fait que, en fait, ça marchait pas à l'école. Et le petit paradoxe, pour dire un mot sur mon enfance, c'est que moi, j'ai des parents qui n'ont pas fait d'études du supérieur, qui n'ont pas obtenu de diplôme. Alors déjà, il y a un sujet des représentations. Ma mère m'a fait croire jusqu'à mes 20 piges qu'elle avait eu un bac plus 2. Donc quand je suis rentré avec mon bac plus 2 à la maison, j'ai dit « Alors, c'est qui le boss ?» Et ma mère qui me dit « J'ai jamais eu de bac plus 2 ». Donc déjà, ce sujet des représentations, c'est quand même un truc assez important. Donc j'ai envie de dire, faites à toutes les mères, soyez des mythos. Faites croire que vous êtes diplômés d'un bac plus 5. J'adore la morale de l'histoire, énorme. Et le deuxième truc, c'est... j'ai une conversation assez lunaire que j'ai eue avec ma mère il y a assez peu de temps, où elle était au volant et je lui dis que moi, on reparle de l'école. Elle me dit, ouais, c'était compliqué pour toi. Elle me redit des sacrifices qu'elle avait fait aussi à l'époque, de s'arrêter de travailler pour éviter que je parte à la dérive. Et en fait, je sais pas, de manière assez apaisée au volant, elle dit, oh, toi, je pense que si on avait fait le nécessaire, peut-être qu'on aurait trouvé des TDAH, d'hyper, je sais pas quoi. Et je me dis, c'est ouf parce que le nombre d'enfants qui sont aussi dans une errance scolaire, parce que très tôt, on n'a pas diagnostiqué le fait qu'ils sont juste un tout petit peu différents des autres ou de la moyenne, et où en fait, ça marche pas pour eux dans le système scolaire. Et du coup, en France, si ça marche pas à l'école, ça marche pas tout court. Et si t'es pas bon à l'école, t'es pas bon du tout court. Et donc c'est pour ça que j'adore ce rendez-vous aujourd'hui, c'est qu'on redit, peut-être que si vous rentrez pas dans le système tel qu'il existe, il y a peut-être une autre solution, genre créer votre boîte. Donc c'est là où on se retrouve tous les quatre. C'est que peut-être qu'on rentrait pas dans le petit moule de départ. Et moi, en tout cas, cette enfance-là a été très compliquée de ce point de vue-là. Entre des parents qui veulent absolument que tu aies des études, le diplôme comme un peu en mode, nous on a galéré, mais toi, tu auras des diplômes, donc tu vas pas galérer. Donc j'ai souffert un peu de ce truc-là au niveau enfance. Voilà. Si ma mère était là, on dirait, dis donc, t'es dur. Donc voilà, je fais attention aux mots que j'utilise. C'est très juste et effectivement, il y a souvent cette sensation de décalage et vous le décrivez très bien, en fait, la dualité entre on a des rêves, mais en même temps, on sent qu'on n'a pas trop notre place, en fait. Et on va basculer, du coup, sur la vie de jeune adulte, parce que c'est une sensation qui est censée, on va dire, accroître, parce que quand on est jeune adulte, on rentre dans la vie active et c'est vraiment le moment où on va décider, justement, de son avenir pro, de comment s'orienter. Est-ce que vous, à ces moments-là, vous diriez que... vous vous êtes limité par rapport peut-être à votre milieu, aux fréquentations, aux privilèges que vous n'avez pas eu dans vos choix de carrière, quand vraiment vous vous replacez dans la vie de jeune adulte et vous vous dites il y a des chemins que je me suis interdit, où je me suis dit ce n'est pas pour moi. Est-ce que c'est quelque chose peut-être qui te parle à toi, Amélia, dans ton démarrage ? Oui, très clairement, en fait, j'ai compris en bac plus 2 qu'il y avait un classement des écoles. C'est-à-dire que j'étais tellement loin de ce milieu, ça faisait tellement pas partie des modèles que j'avais autour de moi que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment m'orienter déjà dans les études supérieures. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait, les entreprises recrutaient en fonction du classement de l'école dans laquelle tu étais, je me suis dit, attends, mais il faut que j'essaye de rentrer dans une école classée, ce qui était assez compliqué, étant donné que j'avais pas fait de prépa. Mais malgré tout, voilà, j'ai pris des chemins détournés et je suis rentrée dans une école de commerce qui était pour moi... le Graal absolu. Enfin, même mes parents étaient hyper fiers. Pareil, j'ai des parents qui n'ont pas de diplôme et qui attendaient beaucoup de moi et qui ont eu très peur que j'y arrive pas parce que au début j'étais très bonne à l'école et puis ensuite j'ai décroché et voilà, c'était un peu des chemins de traverse pour y arriver. Et je me souviendrai toujours d'un de mes premiers entretiens avec une potentielle recruteuse qui me dit Grenoble école de management. C'est pas terrible, hein. On pense à elle, on l'embrasse. Et j'éclate de rire parce que moi, mais j'étais tellement fière de mon diplôme. Alors, non mais meuf, tu sais pas, pour moi c'est trop bien qu'on a une école de management. C'est la meilleure en fait. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Garde tes HEC et tout, j'en ai rien à foutre. Ouais, totalement. Et en fait, du coup, à la fin de l'entretien, elle m'a dit je te recrute. Elle m'a recrutée, j'ai travaillé avec elle. C'était une excellente boss, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une question aussi de représentation, de modèle, de qui il y a autour de nous pour nous légender la vie, quoi. Bien sûr, ça dirige complètement nos choix. Ça te parle, ça, Soraya, peut-être ce moment charnière où tu as dû choisir où aller, ou parfois peut-être tu t'es dit là c'est pas trop pour moi, là c'est un peu trop grand pour moi, ou tu t'es un peu limité? Du coup, en effet, moi j'ai beaucoup hésité dans mes choix de carrière. Moi je viens d'une famille de diplômés, j'ai 2 parents scientifiques, mon père est docteur en biochimie, ma mère scientifique, vraiment des personnes intellectuelles, sciences, et où le diplôme est très important.
mais où l'entrepreneuriat, le commerce, faire de l'argent, c'est plutôt malsain. On va pas en parler, on va pas, pas d'éducation financière. Il y a un tabou, tu dirais. Il y a un tabou, voilà, vraiment plutôt les sciences. Soraya, tu feras bac scientifique, tu iras en médecine ou voilà. C'était normalement un peu la carrière qui était toute tracée. J'ai aussi un trouble d'attention avec hyperactivité, diagnostiqué il y a 2 ans. Moi, j'ai eu des. Mais on est énormément. C'est un prérequis pour réussir. En fait, on l'apprend aujourd'hui. Vous êtes TDAH, vous voulez vous lancer. Bienvenue dans ce monde. Starter pack entrepreneuriat. Voilà. T'es trop actif, t'es hyper actif. Après, on n'oublie pas de dire quand même que les réseaux sociaux amplifient ce truc-là, l'hyperconnexion, etc. Ouais, ça n'aide pas en plus déjà. Si, Ça nous fait perdre en concentration, ouais, clairement. Ouais, complètement. Et du coup, je devais faire médecine et j'avais aussi une option histoire de l'art au lycée. Et j'ai adoré cette matière, j'ai adoré la prof qui était extrêmement inspirante et je me suis dit, mais en fait, je veux faire comme elle, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire histoire de l'art. Parce que je me retrouvais pas non plus dans mes profs, mon prof de mathématiques que je détestais. Je suis passée de 17 de moyenne à 3 de moyenne parce que vraiment, j'ai mis une croix sur cette matière, je n'aimais pas du tout. Et voilà, en fait, ça commence très tôt, cette inspiration et comprendre aussi les métiers qui existent. Et les différentes filières. En effet, moi je savais pas non plus les filières dans école de commerce ou autre. Je pensais pas que c'était pour moi. Pour moi c'était sciences. Et finalement, après le bac, je suis allée en histoire de l'art. Donc j'ai mis de côté les sciences et ma filière pour aller rejoindre l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que je remercie énormément parce que c'est grâce à eux que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En 3e année, ils m'ont poussé à me lancer dans une année de césure pour développer ce qui était un projet entrepreneurial et qui est devenu une belle entreprise. Et voilà, donc c'est... Donc au final, c'est quoi, toi, tu dirais, qui a fait que tu as réussi à croire en toi et à déjouer cette barrière mentale-là de je suis pas légitime, c'est pas ma place, c'est pas mon chemin? Parce que tu as fini par le faire, finalement, de ce que tu dis. Oui, je pense que c'est vraiment une question de rencontre. Le réseau est extrêmement important, le fait de bien s'entourer, d'avoir des mentors, d'être dans des réseaux qui vont nous élever, qui vont nous apporter leurs connaissances parce qu'eux sont déjà passés par ces différentes étapes. Et moi, c'est parti d'une rencontre. L'entourage. Ouais, l'entourage, une rencontre avec qui ma meilleure amie avec qui j'ai monté l'entreprise du coup en 2016. Et c'est aller chercher les bonnes compétences, marier ses compétences et développer un projet. Et l'importance vraiment de bien s'entourer et d'avoir des personnes qui croient en nous quand nous, on ne croit pas forcément en nos capacités. On le répétera jamais assez. Mon Anto, je me tourne vers toi forcément. Alors on se remet le Anto jeune adulte. Ça y est, c'est le moment de faire ses choix professionnels, de se lancer dans une carrière. Ça te parle cette notion de... je me suis fermé des portes en me disant je ne suis pas apte, je ne suis pas légitime? En fait, c'est des barrières plutôt rationnelles au départ me concernant. Déjà, j'avais redoublé 2 fois. Donc, quand tu arrives en IUT, que tu fais 3 années au lieu de 2, que tu avais fait 2 fois la 4e, j'avoue que tu n'as pas forcément envie de continuer dans le système scolaire classique. Donc, à partir de mon 3e année de Bac plus 2, je dis on s'arrête. Déjà, je suis content. J'aurais jamais été aussi loin chez les Babkin, tu vois. J'adore, on dirait c'est une compète. Non, franchement, j'étais biberonné à ça. Les parents s'en rendent pas compte, mais je pense qu'ils ont tellement galéré. Et en vieillissant, en plus, la question du diplôme, c'est terrible parce qu'on te remet ça dans les pattes sans cesse. Et moi, j'ai vu vraiment la carrière de ma maman particulièrement être mise en difficulté par ce côté. Elle avait occupé plein de postes différents dans l'administratif, dans le commercial, dans plein de choses. Et à la fin, on dit « Et vos diplômes ?» Tu vois, comme espèce de barrière à l'emploi, et 45 et plus, je vous apprends rien, pas de diplôme, quelques expériences, mais ça, c'est les premières discriminations, on voit le jour. Et en fait, je sais que la première barrière vraiment mentale, c'est le moment où j'ai un prof qui est venu me voir en disant « Alors, Anthony, vous faites quoi l'année prochaine ?» Je dis « Bah, franchement, je sais pas du tout. » Et il me dit « Mais pourquoi vous faites pas une école de commerce Pourquoi vous faites pas l'école qui est à Évry ?» Je lui dis « Une école de commerce à Évry-Courcouronnes ?» Déjà, j'étais là, j'ai l'impression c'était une blague drôle. Je dis, mais quelle école? Il y a l'INT, mais je dis, mais c'est une école d'ingénieur. Il dit, ah oui, mais il y a aussi une école de commerce, en fait. Il me raconte tout ça. Et en fait, c'est là qu'on voit le rôle de ce qu'on appelle maintenant des mentors, parce qu'il y a tout ça, c'est structuré ces dernières années sur le mentorat, le fait de le systématiser un peu plus. Mais en fait, c'était vraiment quelqu'un qui s'était positionné dans ce rôle-là de prof, mais qui repérait des gens qui n'étaient pas tout à fait dans les cases. Un peu comme lui, c'était un prof de droit, mais c'est la première fois que j'ai kiffé le droit. Donc je me suis dit qu'il devait déjà être atypique. Mais il est venu me voir en me disant, je pense que
le système scolaire vous a laissé penser que vous étiez bête, mais vous êtes plus intelligent que vous l'imaginez. Waouh. Et Très cette fort. phrase-là, elle m'a un peu transcendé parce que je me suis dit, waouh, s'il y a un prof de droit qui croit en moi et qui me dit j'ai le potentiel, bah, d'un coup, on se remet en route. Et je dis souvent un truc qui est important. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, c'est les mots que tu as utilisés. Ouais. Moi, je dis souvent que le syndrome de l'imposteur, il tombe pas du ciel. On devient imposteur parce qu'il y a plein de signaux formels, informels, conscients, inconscients, qui sont venus te percuter. C'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Est-ce que j'ai le fric ? Est-ce qu'on m'a déjà entendu, on m'a déjà parlé d'école de commerce ? Est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui l'ont déjà fait ? Est-ce que je me reconnais là-dedans ? Et comment ça marche ? Moi, la première chose que ma mère m'a dite j'ai dit école de commerce, elle a dit je te préviens tout de suite, on n'aura pas les moyens de payer l'école de commerce. Ça te conditionne immédiatement, c'est pas un truc irrationnel, c'est tu deviens imposteur parce que tu dis juste moi je peux pas. On peut En pas, fait, même ouais. si mes parents ils se sont sacrifiés pour faire beaucoup de choses au niveau études, voyages scolaires, machin et tout. En fait, à un moment on te dit juste on n'a pas le pognon pour payer 10 000 balles par an, enfin fais tes affaires, mais nous non. Et donc il y a ça, et puis il y a l'info. En fait, moi je dis souvent que l'info elle passe pas le périph', c'est une barrière invisible. T'habites à l'entrée de Paris. Il y a des gens qui sont à l'entrée de Paris, qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel, qui ne sont jamais allés dans un musée, qui ne sont jamais allés à un événement comme ça parce qu'ils se disent « Ah ouais, c'est trop loin, et le métro, j'ai peur, le RER, ça ne marche pas ». Donc on a plein de barrières mentales, financières, de représentation qui nous font que ça crée de l'autolimitation. Et donc moi, le Anthony d'il y a 20 ans, c'est un Anthony qui n'imagine pas du tout faire des études supérieures, qui est poussé par 3 bonnes fées, mes parents, un prof bienveillant et du soutien scolaire, cours du soir à la maison de quartier. Mes profs avaient essayé de payer un peu de soutien scolaire et ça marchait jamais. Et quand c'était à la maison de quartier, je me suis reconnu dans les gars qui faisaient du soutien scolaire. Donc du coup, j'ai commencé à kiffer les maths ou des trucs juste pour leur faire plaisir, je pense. Donc, j'ai l'impression qu'en vous écoutant quand même, le point commun, c'est vraiment les rencontres. Les rencontres qui ont fait que vous avez fini par croire en vous et à vraiment vous autoriser finalement des réussites. Et j'ai envie de vous regarder chacun et chacune et de vous dire un grand bravo parce que vous avez vraiment réussi, mais à détruire tous ces préjugés, tous ces trucs qu'on peut se dire ouais à la naissance on vient de tel milieu et en fait on n'a pas de capacité parce que c'est le moment où en fait je vais dire ce que chacun et chacune vous avez accompli et ce que vous allez accomplir. Et je te regarde Amélia, du coup, la semaine prochaine, tu vas avoir l'insigne de chevalière de l'Ordre national du mérite. Bravo. Remise par Elisabeth Moreno, du coup, l'ancienne ministre. Quand même, rien que ça, c'est incroyable. Non, mais il faut saluer ce parcours. Soraya, je te regarde. Tu as eu un partenariat avec Microsoft qui t'a repéré. Donc attiré quand même, entre autres choses, très très forte. Déjà, tu as une page Wikipédia, meuf. Qui a une page Wikipédia? Il y a déjà rien que ça. Il y a Dorit Naon qui va te remettre la Légion d'honneur aujourd'hui. Rien que ça. Tu as été repéré par Microsoft, c'est une dinguerie. Toi, je te regarde, mon Anto. Tu as eu aussi un partenariat avec Michelle Obama. Vous avez fait un événement ensemble. Mais en fait, juste bravo pour vraiment vous trois parce que vous représentez en fait justement ce fait qu'on peut dépasser toutes ces pensées limitantes. Mais après vous avoir dit tout ça, moi j'ai envie de comprendre et je pense que les personnes qui nous écoutent ont envie de comprendre aussi comment on fait en ayant tout ce que vous avez décrit. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à commencer comme ça. Enfants, jeunes adultes, certes... Il y a des profs qui ont cru en moi, des gens, etc. Mais pas d'argent, mais certains milieux, etc. Donc, pensée limitante. Comment on fait quand on est des entrepreneurs que vous êtes pour déjouer tout ça et pour aujourd'hui faire des telles choses et de tels accomplissements? Amélia, ma chérie, vu que la semaine prochaine, Elisabeth Moreno te décore, je te regarde. Si ça te va de commencer par toi. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement pour se dire « Ouais, maintenant... je suis une girl boss, quoi. » Je sais que tu n'y arrives pas en plus, toi, à faire ça. Hein. Mais mine de rien, tu es obligé de te poser et de te dire « Je l'ai fait ». Tu es obligé de le faire. Parce que dans les faits, tu as réussi à déjouer des barrières pour en être là où tu es aujourd'hui. Tu t'en rends compte de ça, au moins? Je crois que ce qui me caractérise depuis que je suis vraiment petite, c'est un esprit très fort de rébellion, en fait. J'ai toujours été... dans une forme de rébellion au collège, chercher quelles conneries je pouvais faire, comment je pouvais déjouer les interdits. J'avais des parents assez stricts qui encadraient beaucoup tout ce que je faisais. Et moi, j'ai fugué plein de fois. Ils n'en pouvaient plus, les pauvres. Et en grandissant, j'ai conservé ça. C'était pas possible que je sois limitée par quoi que ce soit, en fait. Et dès que j'ai senti qu'il y avait des limites, il fallait que je les franchisse. Et jamais...
eu honte de demander des choses à des gens. Moi, j'ai écrit à la terre entière sans arrêt. Tu oses. Comme je dis souvent, je suis une bourrine en fait. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça marche. Simplement. Et même aujourd'hui, je conserve cet esprit effectivement de rébellion et malheureusement notre société nous donne beaucoup de grains à moudre pour s'indigner, pour pas se satisfaire du statu quo. Et on ne peut que avoir envie de se bouger, quoi. Surtout en ce moment, je trouve. Mais extrêmement inspirant. Soraya, je te regarde forcément, et toi, ton parcours est ouf, vraiment. T'as un Wikipédia. Oui. Non, mais, on dirait la meuf n'a qu'un Wikipédia. Non, t'es une énorme entrepreneuse dans la tech. Je sais pas pourquoi. Mais... T'es une énorme entrepreneuse dans la tech. Comment on fait pour déconstruire toutes les barrières qu'on peut avoir quand on vient pas d'un milieu privilégié et d'arriver à en être là où t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu arrives à identifier le process? Je pense que, comme Amélia, vraiment le fait de oser, en fait, d'aller se créer des opportunités. Parce qu'on ne va pas forcément aller nous les donner, donc c'est à nous d'aller les chercher, à nous d'aller nous imposer, d'entrer dans les réseaux qui ne nous accueillaient pas forcément, où notre place n'était pas forcément écrite sur un siège. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était j'ai la chance d'apprendre très rapidement et d'arriver à facilement identifier, comprendre comment les dynamiques de groupe et des humains qui nous entourent. Et en fait, à aller comprendre les codes. Comment fonctionne, parce que moi je venais pas du tout de ce milieu. Je suis née dans le 95, je suis née dans le 93, j'ai grandi dans le 95 et j'ai eu la chance de pouvoir venir vivre dans le centre de Paris à mes 18 ans. Mais voilà, c'était un milieu que je découvrais. Et en fait, c'est vraiment comprendre les codes, les adopter, s'intégrer et ensuite déconstruire de l'intérieur. Et je pense que c'est la meilleure approche pour faire évoluer les choses, évoluer les mentalités. C'est de ne pas être forcément frontal, mais de s'intégrer, de s'insérer et faire évoluer en fait, dans le bon sens. Et on le voit dans le secteur des nouvelles technologies. L'évolution est lente, certes, mais quand j'ai commencé en 2015-2016, j'étais souvent la seule femme sur les panels, dans les événements. Il y avait très peu de femmes dans la tech, spécialement dans la deep tech. Et je vois que ça a beaucoup évolué dans le bon sens quand même. Ces dernières années, de plus en plus de femmes qui entreprennent, de plus en plus de femmes dans les nouvelles technologies, plus de financement. Évidemment, ce n'est pas du tout parfait et les chiffres sont encore déplorants, désolants. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore du travail, mais on va quand même dans le bon sens et ça passe justement par s'intégrer et une fois qu'on a adopté les codes, les casser de l'intérieur et faire avancer la société. Je retiens un terme très intéressant, c'est déconstruire de l'intérieur et je pense que ça résumera beaucoup notre échange. Anto, forcément, je te regarde à toi. À ton tour, explique-nous alors que c'était quoi le process pour déconstruire toutes ces barrières mentales et qui fait que tu as réussi à accomplir des trucs de dingue comme faire des partenariats avec Michelle Obama. Explique-nous un petit peu. Wikipédia, Légion d'honneur, Michelle Obama. Tout le monde, on a un truc bien là. On se disait en off, tout le monde confond la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre du Mérite. Elle, c'est Chevalier de l'Ordre du Mérite. Non, mais c'est les ordres nationaux, c'est très très bien. Tout est des trucs de ouf. Ça veut dire que la patrie est reconnaissante de son parcours et de ce qu'elle fait, donc c'est juste merci et bravo. Complètement. Écoute, je vais être un peu plus grave dans le ton, mais moi je suis obsédé par les discriminations aujourd'hui en France. J'ai traversé pas mal de mondes en fait. Je dis souvent que je traverse les mondes. Aujourd'hui, je vis en zone rurale. Je suis en couple avec un garçon qui vit en Charente-Maritime. On est ensemble depuis 8 ans. Et quand je dis je traverse les mondes, c'est que tantôt comme vous, je suis dans le monde des dirigeantes et dirigeants d'entreprise qui est un peu figé. Il y a des gens bien, mais assez figés. Et le lendemain, je suis dans la zone rurale, dans un quartier avec des gens qu'on accompagne. Le rôle de l'association Diverse Days que j'ai cofondé il y a maintenant 8 ans, c'est faire émerger des entrepreneurs dans la tech, qui est un environnement qui est très très endogame. Si tu n'as pas tous les codes dont tu parlais, en fait, tu émerges pas. Il y a des super pépites. Ce matin, il y avait Lubna Ksibi qui a créé Meet My Mama, qu'on a accompagné en 2017. J'ai vu qu'il y avait Wassim Benouis qui a été lauréat Talent des Cités il y a quelques jours, qui était lauréat d'un de nos programmes il y a quelques années. En fait, toutes ces pépites-là, elles existent. Et en fait, elles font face à un seul mur, celui de pour moi, j'appelle ça le mur de discrimination. Alors, ce ne sera pas aussi formalisé et formel. Ça veut dire qu'on ne peut pas te dire, écoute, non, t'es noir, ou écoute, t'es handicapé, on va pas te prêter d'argent, ou écoute, non, t'es une femme. Mais c'est finalement tous les biais des gens qui vont examiner ton dossier, t'accompagner, financer, te soutenir, réseauter. Tout ce réseau qu'on est censé avoir presque. Des gens ont ça dans le biberon. Hein. Quand papa, maman sont dans les bons environnements, ok, tu cherches de l'argent, la love money, écoute, on te prête 100 000 € et fais tes affaires. Moi, l'instant où j'ai voulu entreprendre, j'avais 18 piges.
quand j'ai dit aux parents, bon, je monte ma boîte, ma mère, on était à la cuisine, elle était en train de cuisiner, elle dit, fais ce que tu veux, mais plus de 1 000 €, tu nous fous dans la merde. Là, d'un coup, ça conditionne. Hein. Et donc, pourquoi je parle du mur des discriminations, c'est qu'aujourd'hui, entre ce que les gens vont vivre comme forme d'humiliation, parce qu'on va les ramener à ce qu'ils sont, le nombre de femmes qui ont vécu ça dans les levées de fonds, on leur a dit, mais vous avez un cofondateur ou vous êtes quoi dans l'équipe dirigeante? Je suis la DG. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a énormément de billets rien que sur le genre. Donc, je vous laisse imaginer tous les autres billets qu'il y a. Et donc, je reviens à ce que vous avez dit, vous. On ne se fait jamais seul. Moi, tout ce que je construis aujourd'hui avec l'Asso Diversity Days, c'est tout ce qui m'a manqué à l'époque, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a fait face à des discriminations formelles ou informelles. Et donc, je me bats au quotidien pour que ça change et que surtout ceux qui ont envie de faire le pas de côté et d'aider les autres se mettent en connexion, se rassemblent et se filent des coups de pouce. Je pense à Faria Shah, elle a monté une boîte exceptionnelle qu'elle a revendue au groupe Figaro. Elle est marraine dans les programmes. Je pense à Paul Lay, qui a créé labellevie.com. Il est parrain dans nos programmes. Il a une boîte de 500 personnes. Il a racheté le groupe Frischti, il a investi dans Bouscapé. En fait, toutes ces personnalités-là, elles sont des rôles modèles qu'on a besoin de remettre en visibilité et de dire une seule chose. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez être accompagné. C'est hyper puissant, Manto. Moi, là, les amis, j'aimerais vraiment vous partager le témoignage d'une personne qui est transfuge de classe, parce que finalement, ça résume vachement bien ce qu'on est en train de se dire. Donc, le fait de changer de classe sociale et d'avoir vraiment votre réaction dessus. Alors, cette personne, c'est Jean-Philippe Pléau. Alors, c'est sur le site l'actualité.com. Il a dit « 15 ans plus tard, je n'ai plus honte de mon enfance, mais il reste encore quelque chose. Par exemple, il y a 2 semaines, je suis allée entendre un concert à la Maison Symphonique. J'ai eu l'impression de jouer aux spectateurs. Quand je vais dans ce genre de lieu, j'ai l'impression d'être un ovni. C'est un... Je te vois rire, Amélia. C'est un moment de petite honte. Est-ce que cette petite honte et cette sensation d'être un ovni dans un monde qui peut-être, de prime abord, n'est pas le vôtre, de ne pas être à votre place, vous l'avez déjà ressenti? Et comment vous la gérez? Amélia, je te vois acquiescer, donc je te pose cette question rhétorique finalement. Oui, très clairement. Et pour moi, la première prise de conscience de, il existe des milieux sociaux très différents d'humains. Enfin, évidemment, je savais qu'il y avait des gens riches, etc. Mais d'être confrontée directement à ces gens, c'est quand je suis rentrée en école de commerce, où là, véritablement, moi, effectivement, j'ai fait un prêt pour pouvoir payer l'école. J'avais clairement, je venais d'une famille plutôt modeste. Et nous, la discrimination dans mon école était très formalisée, puisque il y avait un terme pour désigner les personnes qui n'avaient pas de rôle associatif ou qui n'étaient pas des personnalités un peu connues. Il y avait les people, donc, et il y avait les nobods. et je suis arrivée dans ce milieu où, de toute façon, tout le monde avait déjà passé la barrière du concours et c'était déjà un entre-soi. Mais même dans cet entre-soi, il y avait quand même une hiérarchie. Et voilà, effectivement, j'ai pris conscience que des discriminations, il y en aurait tout le temps. Et il faut absolument lutter contre ça, quoi, c'est évident. Complètement. Il nous reste très peu de temps, les amis. Je vais vous laisser donner votre point de vue parce que ça m'intéresse vraiment sur le témoignage par rapport aux transfuges de classe. On commence par... Soraya. Alors moi, je pense que le transfuge de classe a aussi nourri mon enfance et ma vie, parce que mon père est né au Maroc dans une famille très pauvre. Et par les études, par la connaissance, il a réussi à s'élever en fait dans la société, à rejoindre la France pour faire ses études, faire son doctorat et pour nous offrir quand même une belle enfance avec mon petit frère dans un pavillon dans le Val d'Oise. Et j'en étais extrêmement reconnaissante, extrêmement fière, très fière de mon père, de cette évolution et d'avoir pu, par la connaissance, s'élever dans la société. Et moi, un petit peu, ma mission de vie, c'était de continuer aussi ce chemin, continuer cette évolution. Et pour moi, l'entrepreneuriat, et pour beaucoup de monde, l'entrepreneuriat, ça reste quand même un excellent tremplin pour justement qu'on n'a pas ces codes, qu'on n'a pas déjà ces financements et l'entourage qui nous aide dans la vie. Justement, on peut entreprendre, réussir à trouver des bonnes personnes qui vont croire en nous, qui vont croire en nos projets, qui vont nous aider, nous financer. Ça a été mon cas. J'ai eu de la chance d'avoir des investisseurs incroyables qui m'ont soutenu quand j'étais encore un bébé à 19-20 ans et qui ont mis beaucoup d'argent dans ma petite structure et qui m'ont aidé à développer ces projets incroyables. Et voilà, il ne faut pas avoir peur d'oser, de tenter. Et aujourd'hui, l'information est accessible partout. On a de la chance d'avoir cet accès à la connaissance, à l'information, sans forcément
avoir allé en grande école et faire des crédits. Donc voilà, soyez curieux, apprenez et profitez de la connaissance qui est accessible à tous. Et en même temps, on a des conseils en développement personnel, c'est incroyable. Manto, il nous reste 5 secondes. Allez, je fais très vite. Moi, j'ai envie de finir sur une note de fierté. Ce qui me rend fier quand je viens à un événement comme celui-ci, c'est qu'enfin, on redonne à voir les talents, les réussites, les gens qui nous rendent fiers d'avoir grandi où on a grandi. Quand je repense à mon enfance, je me dis qu'il y avait un petit côté honteux à dire qu'on venait de la banlieue ou d'un quartier. Et en fait, parce que certaines personnes ont cru bon parfois dans nos quartiers ou dans nos villes de banlieue de vouloir nous dire, en fait, la culture de référence, c'est la musique classique. Donc tu vois, j'aurais Jean-Philippe en face de lui, je lui dirais, écoute, moi je viens d'Evry, on m'a longtemps dit qu'il fallait écouter de la musique classique et la bonne musique, c'était ça. Et aujourd'hui, il y a Niska, Kobalade, DC's, Diams, Rof, tous ces artistes-là, que ce soit la nouvelle génération, les Yamakasi, c'est né à Évry-Courcouronne, Bouscapé est né à Évry-Courcouronne, Paul Lay est né à Évry-Courcouronne, la Lucarne est née à Évry-Courcouronne. Bien sûr, ça veut rien dire, en fait, on déconstruit tout ça, bien sûr. Ce sont des objets de fierté très très forts qui sont aujourd'hui dans le narratif national, que des gens veuillent ou pas, ce sont des fiertés populaires et collectives, et c'est ça qui me rend le plus fier de dire d'où je viens et où je vais aussi aujourd'hui. Et donc le message d'aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas seul, et si vous voulez être accompagné, il y a plein d'acteurs de l'accompagnement, on est des dizaines d'associations d'égalité des chances à vouloir accélérer vos projets entrepreneuriaux. Nous, c'est des startups, les acteurs tech, qui viennent des quartiers, des zones rurales ou qui n'ont pas tous les privilèges de départ. Donc venez frapper à notre porte, on sera très heureux de vous recevoir. Hyper inspirant, on finit sur ces mots très forts. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là pour discuter de ce grand sujet qui est dépassé et transcendé ces barrières mentales pour déjouer son destin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.